Salut, aujourd'hui c'est une vraie histoire, on y va? Coucou. Alors, aujourd'hui je vous présente Prodigieuse créature de Tracy Chevalier et enfin je vais vous dire qui est Tracy Chevalier parce que c'est pas la première fois que j'en parle. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur celle-ci, la jeune fille à la perle. Donc là on y va pour une courte biographie sur elle. Donc Tracy Chevalier est née en 1962 à Washington. C'est une autrice américano-britannique. Voilà, elle a eu la nationalité britannique plus tard. Elle a un master en création littéraire en 1993 et un doctorat honoris causa, ce qui est un petit peu classe, en 2013. Voilà, et son premier roman donc a été publié en 1997. Il s'agit de La Vierge en bleu, voici la photo, et où l'on suit en fait deux femmes à travers plusieurs siècles qui font des recherches. Il y en a une qui fait des recherches sur l'autre, donc celle de notre siècle, et l'autre par rapport à sa famille. Ensuite, elle a noué avec le succès grâce à ce roman, parce qu'il y a aussi eu une adaptation cinématographique qui a plutôt bien marché, avec dans les rôles titres Colin Firth et Scarlett Johansson, ce qui est un petit peu classe pour une première adaptation de roman. Donc elle connaît pas mal de succès, et hop, elle a publié Prodigieuse créature en 2009. De quoi parle Prodigieuse créature? Alors, c'est un roman qui a un côté un peu biographique, parce que les deux personnages principaux ont réellement existé. Il s'agit de Mary Anning et de Elizabeth Philpott. Pardon. Donc en fait, ça se passe dans les années 1810, ça commence dans les années 1810 en Angleterre, et dans la petite ville de Lyme Regis, qui est dans le Dorset. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite carte. Et trois sœurs, les sœurs Philpott, s'installent dans ce petit village après le mariage de leur frère, parce que aucune des trois n'est mariée. Et à l'époque, pour des femmes de plus de 30 ans, ne pas être mariées, c'était pas trop fou, quoi. Donc elles s'installent, elles sont un petit peu la risée, elles sont le sujet de raillerie des habitants du village, comme elles l'étaient à Londres, parce que justement, elles ne sont pas mariées, elles vivent ensemble, donc on les trouve un petit peu trop excentriques, en fait. Et la deuxième sœur, donc Elizabeth, se balade régulièrement sur la plage et elle voit une jeune fille sonder un petit peu la plage, tout ça, et Elizabeth elle-même trouve des cailloux assez intéressants, assez bizarres, et puis elle va les ramasser. Et en fait, au bout d'un moment, elle va vouloir avoir un cabinet pour les mettre en exposition, donc elle va se rendre chez un ébéniste, où il y a cette jeune fille qui est en train de vendre les mêmes cailloux, appelés fossiles, aux touristes. Et c'est là le début, en fait, d'une amitié des fois teintée de rivalité, entre Mary Anning et Elizabeth Philpott. C'est-à-dire que Mary Anning va devenir autodidacte, elle va apprendre beaucoup de choses grâce à Elizabeth, parce qu'en fait Mary vient de la classe populaire, de la classe ouvrière, donc elle n'a pas toute l'éducation qu'on pourrait attendre d'une jeune femme, d'une jeune fille, et Elizabeth a les connaissances, mais elle n'a pas l'instinct de Mary Anning pour trouver donc les fossiles. Donc en fait, elles vont s'entraider jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que la rivalité des fois les sépare un petit peu. Et puis un jour, en fait, le père de Mary Anning décède, et du coup elle doit passer de plus en plus de temps sur la plage pour trouver des fossiles pour les touristes et pour ceux qui les demandent, puisque c'est leur seul moyen de subsistance dans la famille. Et un jour, c'est son frère qui va trouver une roche un peu bizarre, un fossile un peu bizarre. Il va appeler sa sœur, qui va demander de l'aide et qui va en fait excaver, qui va défaire donc de la falaise un squelette entier d'une créature qu'on n'a jamais vue avant, qu'on ne connaît pas. Et en fait, c'est le squelette du premier ichthyosaure. Et toute contente de sa découverte, Elizabeth Philpott essaye de négocier pour elle beaucoup de choses, et en fait, c'est le baron du coin à qui appartient la plage qui s'approprie cette découverte-là, qui va la vendre à sa place à un musée, qui va pas comprendre au départ ce qu'ils ont entre les mains, en fait, juste l'or qu'ils ont entre les mains, et Mary Anning va être oubliée. Et c'est ça un petit peu dans tout le roman. C'est ces deux femmes qui s'entraident envers et contre tout, surtout envers contre la société et contre les hommes, et ce besoin viscéral de Mary Anning de trouver les fossiles, de faire des recherches
de s'instruire en fait à propos des fossiles. Et c'est un roman super intéressant qui des fois vous met en rage. Voilà, parce qu'effectivement, donc là j'ai parlé du premier squelette d'ichthyosaure que dont un homme s'est approprié, et en fait ça va pas être le premier squelette, ça va pas être la première fois. Ça va continuer et c'est vraiment intéressant en fait de savoir ce qui se passait à ce moment-là, pourquoi ça se passait à ce moment-là. Et en fait Tracy Chevalier nous ouvre une fenêtre sur la société pré-victorienne, puisque voilà, donc ça commence en 1810, la reine Victoria, elle est montée sur le trône, pardon, à la fin des années 30, voire 1837 très exactement, mais je sais plus si c'est 36 ou 37, mais je pense que c'est 37. Donc voilà, ça nous ouvre une fenêtre sur les sciences, une fenêtre sur la société et une autre fenêtre donc sur la condition des femmes à l'époque. Et franchement, c'est une lecture très intéressante. Donc si vous aimez tout ça en même temps, lisez-le, c'est vachement cool. Donc là, je vous propose de passer à la partie histoire. Bah oui. Et histoire, et pour une fois, vous allez voir que j'arrive à varier mes lectures en fait, parce que je ne lis pas que sur le même sujet, mais aussi le thème des femmes qui revient assez souvent. Mais je vais aussi vous parler de l'histoire de la paléontologie. Voilà. Donc je sais que ça peut être super sexy comme ça, la paléontologie, mais en fait, en étudiant un petit peu et en discutant avec une amie qui m'a aidé à faire la vidéo, c'est super intéressant. Voilà, donc restez s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, pour la page histoire, j'aimerais bien commencer par une petite biographie de Mary Anning. Donc, comme je vous disais, Mary Anning est née à Lyme Regis, elle est née en 1799, et elle est décédée au même endroit en 1847 d'un cancer du sein. Et elle a toujours été pauvre. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup choquée, c'est-à-dire qu'elle a fait d'immenses découvertes qui ont été quand même reconnues a posteriori par le monde scientifique, mais elle n'a jamais réussi à s'extirper de sa classe sociale, donc la classe The Working Class. Elle n'a jamais réussi à s'extirper et elle est toujours restée pauvre en fait, donc ce qui est très triste. Elle est considérée comme une paléontologue autodidacte, c'est-à-dire qu'elle a tout appris par elle-même, par les livres, et elle a fait elle-même ses propres recherches. Par exemple, dans le roman, il parle beaucoup de bézoard. Donc moi, fan d'Harry Potter, je dis un bézoard, mais c'est une pierre dans l'estomac d'une chèvre, vous dites n'importe quoi. Et en fait, non, ce qu'elle appelait bézoard, elle a fait des recherches ensuite, c'était du caca de dinosaure fossilisé. Voilà, Harry Potter en prend un coup. Mais c'était, voilà, elle a fait beaucoup de recherches, elle a écrit tout ça et son nom n'a été mentionné que bien après sa mort. C'était vachement sympa. Donc comme je vous le disais, elle venait d'une famille très pauvre. Son père était ébéniste, il avait contracté beaucoup de dettes et pour subvenir un petit peu à leurs besoins, pour améliorer l'ordinaire, ils faisaient souvent tous les deux des recherches sur la plage de fossiles qu'ils revendaient donc aux touristes, généralement les ammonites, et que les touristes trouvaient ça trop chouette, et que ça changeait un petit peu, même s'ils s'en fichaient de savoir si c'était des fossiles ou pas, eux c'est « oh c'est joli ». Voilà, tout côté scientifique n'était pas encore là. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, après le décès de son père, elle a été obligée donc de faire ça de façon beaucoup plus régulière, de façon un petit peu plus, peut-être pas industrielle non plus, mais pour permettre la subsistance de sa famille. Et donc, son frère, c'est bien lui qui a trouvé, je crois que c'est le crâne de l'ichthyosaure. Et ensuite, Mary Anning a demandé de l'aide donc pour le retirer de la falaise. Effectivement, sa découverte lui a été volée par des hommes, et son nom n'a jamais été cité à ce niveau-là. Encore. Et ensuite, en fait, il y a de nombreux touristes qui viennent à Lyme Regis pour profiter de ces lumières, pour profiter d'elles, parce qu'eux aussi ils veulent leur propre fossile. Ça commence à devenir un petit peu la mode, des créatures bizarres dans le salon, façon cabinet de curiosité. Et ils lui demandent donc de l'aide forcément pour les trouver sur la plage, parce que, encore une fois, elle sait ce qu'il faut chercher, elle a l'instinct, elle a l'œil, elle a le truc. Donc c'est une excellente paléontologue apparemment. Du coup, autant demander la meilleure quoi. Et elle fait souvent ça, et comme à chaque fois, son nom n'est pas cité. Elle découvre un deuxième squelette fossilisé, et là celui-là il va poser problème, parce qu'en fait autant l'ichthyosaure il était accepté comme il était, il n'y avait pas de souci, autant le plésiosaure,
vous avez vu, je l'ai dit 2 fois sans problème de diction. Le plésiosaure, vous allez voir, le squelette il est quand même vachement spécial, quoi. C'est une petite tête, un long cou de façon girafe et il y a des nageoires, quoi. Limite la représentation du Loch Ness que nous avons actuellement. Et au départ, les scientifiques ne croient pas que c'est réellement une découverte de la part de Mary Anning. Ils pensent que c'est quelque chose qu'elle a fabriqué, puisque en fait, la forme est trop bizarre, quoi. Et on a, à l'époque, ils faisaient en fonction des espèces qui existaient déjà. Donc là, ils sont en train de se dire, mais c'est pas possible. Puis par rapport au nombre de vertèbres, par rapport à plein de choses, en fait, au départ, ils n'y croient pas. Donc elle a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là, et en fait, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que, si, ça a bien existé, donc c'est un plésiosaure, et c'est une formidable découverte qui va être saluée, et sans citer le nom de Mary Anning. Encore une fois. Et ça va être ça toute sa vie. En fait, toute sa vie, elle va faire des grandes découvertes, elle va faire avancer la science, et elle sera citée que donc à la fin. Après son décès, en fait, on va commencer à dire que ouais, mais attends, c'est Mary Anning. Et aussi on citait Elizabeth Philpott, qui ont trouvé ces fossiles, qui ont fait ces recherches-là. Et maintenant, son nom est cité partout, notamment dans les musées, et le musée de Lyme Regis. Donc vous trouverez en description de la vidéo un lien, justement sur le musée de Lyme Regis, où Tracy Chevalier répond aux questions. Et je suis désolée, c'est en VO parce que j'ai pas trouvé en VF, donc il n'y a pas de sous-titres. Mais elle parle, je trouve qu'elle parle suffisamment bien pour qu'on comprenne. Et en plus, dans la vidéo, il y a Sir David Attenborough. Regardez-la si vous avez envie. Et c'est en voyant son nom de Mary Anning qu'elle ne connaissait pas qu'elle a décidé de faire des recherches et du coup d'écrire le roman après. Voilà, alors pourquoi on n'a jamais attribué à Mary Anning, enfin, au moins au départ, ses recherches et ses découvertes? Eh bien parce que déjà, c'est une femme. Voilà, à l'époque, les femmes faisaient partie intégrante d'un blob, d'un blob familial, c'est-à-dire qu'elles n'avaient aucune existence légale. C'est-à-dire que, en fait, quand par exemple une femme se mariait, elle n'avait aucune existence légale, elle faisait partie du blob famille avec le nom de son mari. Donc voilà, à l'époque, pour la société, les femmes n'avaient pas besoin de réellement s'instruire. Fallait pas qu'elle soit trop bête non plus parce que quand même ça fait tâche en société. Alors je parle surtout des familles instruites à ce niveau-là. Mais par exemple, les sciences, elles n'étaient pas... on les poussait pas vers la science. C'était plutôt l'histoire, la géographie, pas trop les langues mortes, plutôt les langues vivantes. Et en fait là j'ai une scène d'Orgueil et Préjugés. Je sais pas si vous vous rappelez de cette scène-là où ils sont dans le salon et il y en a un qui... c'est Charlotte... Non c'est pas Charlotte, c'est Caroline. Caroline Bingley qui est en train d'essayer de draguer Monsieur Darcy. En disant « et un je ne sais quoi » dans sa démarche, qui doit retenir l'attention. Voilà, donc en fait la femme c'était un petit peu la potiche, on appelait ça aussi des angels in the house. C'est donc la femme qui reste à la maison, qui s'occupe de la maisonnée, qui s'occupe de tout ça dans les familles riches. Parce que forcément dans la famille plus pauvre, tout le monde était mis à contribution, tout le monde devait travailler, mais ils travaillaient tellement tôt que l'école c'était pas forcément une priorité. Donc déjà elle était une femme, et elle venait d'une classe très populaire, donc ce qu'on appelle donc the working class. Et à l'époque, pour s'en sortir, c'était pas possible quasiment. On pouvait pas s'extraire de sa condition, on pouvait pas faire grand chose à ce niveau-là. Donc les scientifiques, qui pour beaucoup venaient de familles aisées qui ont pu leur payer des études, non, on va pas dire que ça venait d'une jeune pauvre fille de la working class qui a trouvé ces choses-là. Donc voilà, quand même, elle était quand même autodidacte, elle avait réussi à s'élever toute seule. Ce qui était quand même pas mal. Dans la deuxième partie, j'aimerais donc vous parler de la paléontologie. Alors je vous avoue que jusqu'à très récemment, j'étais pas non plus une grosse fan de la paléontologie, hein, même si je dis que j'aime beaucoup les dinosaures, j'aime beaucoup étudier les dinosaures d'un point de vue animalier. En fait, voilà, grande fête du Choyé Nature et d'autres émissions sur les requins, Laurent Balesta. Et bah pareil pour les dinosaures. Et en fait, la paléontologie, c'est une amie donc, qui a relu l'émission pour être sûr que je dis trop de bêtises. Hein, Docteur Mussini, force avec toi. Et c'est elle qui m'a intéressée en fait à ce sujet-là et à qui j'ai pu poser beaucoup de questions quand j'ai fait mes recherches, puisque j'ai eu peur de dire trop de bêtises vu que les seules sources que j'ai eues c'était Wikipédia et Futura Science. J'ai préféré vérifier. Donc voilà. Alors, si on a tendance à penser que la paléontologie est née à la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle,
on en trouve des traces un petit peu, beaucoup plus tôt. Par exemple, en Chine, un savant chinois, donc là je suis en train de lire son nom parce que j'ai peur d'écorcher, Shen Kuo, j'espère que je ne prononce pas trop mal. C'est un savant chinois qui a trouvé des fossiles d'animaux marins près d'une montagne au XIe siècle et qui pense que justement les terres émergées de maintenant étaient recouvertes par la mer à l'époque. Et c'était déjà vachement bien de songer à ça au XIe siècle. Oui, c'est ça, c'est au XIe siècle, je me suis pas trompée. Ensuite, il y a eu aussi à la Renaissance. Alors pour certains, la paléontologie a commencé à la Renaissance parce qu'on a des fois un point de vue historique un petit peu européano-centré. Mais voilà, comme je vous ai dit, en Chine, il y en a déjà au moins un qui a commencé à dire et autre chose avant. Donc à la Renaissance, c'est De Vinci qui explique la même chose que Shen Kuo, mais il se retrouva fort dépourvu quand on lui présenta des fossiles venant du haut des montagnes. Du coup, la théorie des terres immergées ne fonctionnait pas forcément bien. Enfin, pas pour tout en tout cas. Mais il a déjà commencé à dire que c'était possible. Ensuite, il y a eu Bernard Palissy, alors je suis en train de relire les noms, je suis désolée. Bernard Palissy qui avait une grande collection de fossiles et qui lui affirme la parenté entre les espèces fossilisées et certaines espèces vivantes. Ce qui est juste étonnant, puisque du coup, là où vous dites mais ce serait pas le début de la pensée de la théorie de l'évolution, mais nous y reviendrons plus tard. Et à partir de ses recherches, il suppose que les lieux où il a retrouvé les fossiles étaient recouverts par les eaux et que la Terre donc a évolué au cours des siècles. Qu'elle a bougé, elle a évolué, elle a changé. Ce qui était pas mal parce que lui c'était au XVIe siècle aussi, donc franchement, voilà, je vous rappelle qu'au XVIe siècle il y avait quand même la religion qui était très très forte. Du coup, commencer à dire des choses comme ça, c'était vraiment pas mal. Et à la fin donc du XVIIIe siècle, c'est la véritable naissance de la paléontologie comme étant une science. Et là, nous avons notre gloire nationale, un Français, Georges Cuvier. Et vous avez vu que j'ai fait vachement attention à dire son nom de famille parce que sinon j'allais dire le mien et c'était pas bien. Donc Georges Cuvier, spécialiste de l'anatomie comparée. Alors déjà, qu'est-ce que l'anatomie comparée? C'est-à-dire que quand on trouve une espèce d'animal, du coup, on va comparer des éléments pour savoir par exemple s'il est carnivore, herbivore ou omnivore. Et pour ce faire, on compare les dents. Donc c'est-à-dire que par exemple, si, je sais pas, il y a une forme de dent un petit peu recourbée, on va dire ah ouais, mais peut-être que lui il est piscivore parce que pour attraper le poisson, c'est mieux pour le harponner. Ou s'il a les dents vraiment pointues, comme celle, je sais pas, on va dire ah bah c'est un carnivore, parce qu'il a les dents vachement pointues. Donc ça s'appelle anatomie comparée, c'est pour déduire en fait comment certains animaux vivent ou survivent ou ont vécu. Ce qui est remarquable, c'est qu'à l'époque, fallait quand même y aller pour parler de tout ça, parce que du coup, ces découvertes sont difficilement acceptées par la société, parce qu'encore une fois, la religion avait une place importante dans les vies, et on croyait surtout à la création, avec un grand C. On était un petit peu créationniste, donc pour la plupart des gens, la Terre n'avait que 6000 ans. Sauf que là, on est en train de leur dire on a trouvé des animaux fossilisés qui avaient peut-être un peu plus de 6000 ans. Et du coup, ça marchait pas. Alors, pour Georges Cuvier, on revient vers lui. Lui, il a élaboré la théorie du catastrophisme. Pourquoi? Parce que Georges Cuvier était un croyant. Croyant dur comme fer, un vrai de vrai, et il était créationniste. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais bon. Il était créationniste. Et du coup, sa théorie du catastrophisme disait que ces animaux-là ont existé dans les 6000 ans avant, mais qu'en fait, à cause des catastrophes comme, par exemple, le déluge, et du coup, ces espèces-là qui n'ont pas réussi à atteindre à temps l'arche de Noé, elles ont été éteintes. Voilà, donc lui, ça lui permettait de dire c'est un fossile, mais c'est en accord avec ce que nous dit la Bible. Et ouais. Ensuite, il y a eu Lamarck. Lamarck qui a commencé à dire que je suis pas d'accord. Lamarck, c'est celui qui a fait réellement la théorie de l'évolution, qu'on attribue généralement à tort à Darwin. Donc Lamarck, il a commencé à dire que non, les espèces évoluent en fonction de multiples facteurs, notamment de l'environnement. Donc ça veut dire que ces espèces-là sont peut-être beaucoup plus vieilles qu'on ne le pense. Et là, c'était pas trop accepté. Puis forcément, si je vous dis Lamarck, la théorie de l'évolution, il fallait forcément que je vous parle de Darwin, parce que sinon, je suis sûre qu'il y avait des fourches et des torches devant chez moi.
Darwin, lui, c'est la théorie de la sélection naturelle. En fait, on a tendance à lui attribuer la théorie de l'évolution, non, c'est lui, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire que un individu va présenter un gène, un allèle, qui va lui permettre de mieux s'adapter à son environnement, et que du coup, cet allèle-là, il va le transmettre à ses descendants, puisqu'ils auront plus de chances de survie. Et ainsi de suite, c'est comme ça qu'on retrouve des lézards marins du côté des Galapagos. Voilà. Et en fait, avec la paléontologie, ça nous permet de voir comment les espèces ont évolué, comment le T-Rex est devenu un poulet qu'on peut manger chez KFC, alors qu'il nous faisait peur dans Jurassic Park, et ça nous permet vraiment de découvrir comment la Terre a évolué, comment tout notre système a évolué, et c'est vachement intéressant. Et il y en a qui sont spécialisés plus dans la géologie, l'étude géologique et la paléontologie stratisphérique, la paléontologie, mais au niveau des strates de la Terre, voilà. Et ça permet de faire évoluer la pensée, même si donc mon ami Célimène, donc Dr Lucie, m'a dit qu'en fait il y en a certains qui croient encore que il y a le créationnisme et qu'en fait les fossiles ont été déposés là par le diable pour nous faire douter de la création de Dieu. En plus, avec le grand manger de cet homme, c'est qu'il est super riche et du coup il a donné des livres gratos aux écoles quand on n'a pas les moyens d'acheter des livres qui parlent justement de cette pensée, voilà, sur laquelle donc, le diable a déposé les fossiles pour nous faire douter de l'existence de Dieu et de la création. Voilà. Donc en fait, donc, ce roman, franchement, il montre vraiment une époque où la pensée évolue et c'est compliqué parce que, voilà, on a... Imaginez-vous, en ce temps-là, on vous éduque, on vous explique que la Terre a été créée il y a 6000 ans par Dieu, pendant 6 jours, le 7e jour, elle s'est reposée, et que, en fait, ben, là, on vous dit non, 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 elle est beaucoup plus vieille que ça, elle a même peut-être des millions d'années. Ça a de quoi embêter, ça a de quoi poser problème, hein, on va pas se mentir. Et ça montre aussi, comme je le disais, la place des femmes à l'époque, c'est-à-dire que les femmes devaient se marier, sinon elles étaient un petit peu mal considérées. Les femmes les plus pauvres travaillaient très très dur, pour pas grand-chose, et n'avaient pas trop d'espoir de s'élever de leurs conditions. Et les femmes les plus riches, bah, elles devaient aussi se marier, et elles n'avaient pas d'existence en tant que telle, d'un point de vue au moins légal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, encore une fois, je vous conseille la lecture. Je remercie d'ailleurs mon amie Célimène, déjà de m'avoir conseillé ça, parce qu'on a les lectures un peu en commun, et je commence à m'intéresser justement à ces sujets-là. Donc merci à elle, et merci à elle d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, parce que je voulais être sûre d'avoir bien compris pour ne pas dire de bêtises sur cette chaîne-là. Et elle l'a fait avec beaucoup de patience et d'humour, donc merci. Et vraiment, je vous le conseille. De toute façon, je crois que je vais même vous conseiller les romans de Tracy Chevalier. Je les ai pas encore tous lus, hein. Comme je vous le disais la dernière fois, j'en ai eu 3. Mais je la trouve vachement intéressante. Moi, ça me change un petit peu de Ken Follett. Peut-être que j'y reviendrai plus tard. Avec lequel j'ai trouvé des schémas narratifs qui reviennent très souvent. Parce que j'en ai lu une quinzaine de lui, je crois, d'un point de vue historique. Donc, là, je commence à voir les tics de plume, on va dire ça comme ça, qui est là, et ça permet un peu de varier. Et surtout, c'est vrai qu'elle prend très souvent le point de vue des femmes. Et ça nous permet aussi d'avoir un retour sur comment étaient considérées les femmes durant ces siècles-là. Voilà, donc si vous l'avez déjà lu, bah écoutez, moi j'attends vos avis, vos opinions. Si le sujet vous intéresse, on peut en discuter, et je vous souhaite un beau week-end de Pentecôte avec les pulls et les écharpes. Youpi, à bientôt!